Bienvenue sur le stand de France Bois Forêt. N'hésitez pas à vous asseoir, il y a des sièges, c'est fait pour ça. Aujourd'hui, donc, on va parler bois, sans surprise, à l'Office national des forêts. Et je vous partage une citation d'un prof d'architecture autrichien. L'acier fut le matériau du 19e siècle. Le béton, le matériau du XXe siècle, le bois sera le matériau du XXIe siècle. Je complète cette citation par une étude qui avait été menée où cette étude nous démontrait que la société française a envie qu'on lui parle de bois et de forêt. Et les interrogés de cette étude disaient il n'y a pas de matériau plus noble que le bois. Le bois a donc toutes les qualités pour plaire à tous ceux qui le travaillent tous les jours et pour qui le bois n'a plus de secret, à tous ceux à qui il fait envie et qui n'a pas fini de nous surprendre. Donc nous sommes ensemble pour en parler aujourd'hui. Je vous présente mes invités dans l'ordre d'intervention. Donc Aymeric Albert de l'Office national des forêts, chef du département commercial bois. Christine Deleuze, qui est notre expert carbone. Et Samuel Pourtout, alors il n'est pas de l'ONF, mais il connaît bien l'ONF puisqu'il est architecte et il a été un des deux architectes, puisqu'ils sont deux, à s'occuper de notre chantier, de notre nouveau siège en bois à Maisons-Alfort. Cette conférence va durer 30 minutes, donc chacun aura en gros dans les 6 minutes. Avant de donner la parole aux orateurs, j'ai une question à chacun. Pouvez-vous me citer un mot qui représente le bois ? Donc moi je travaille sur le carbone et pour moi le bois c'est le stock. C'est le stock de carbone en forêt, c'est le stock de carbone dans les maisons, dans notre environnement. Il faut le maximiser. Bonjour, puisqu'on a le droit qu'à un seul mot, je dirais vivant. Bonjour à tous, moi je dirais apaisant. Alors, dans une forêt, avec l'homme, l'arbre devient bois, puis objet, et là commence une seconde vie. En forêt, le forestier va aider à la croissance de ces arbres qui formeront la forêt de demain. Aymeric va nous expliquer comment on travaille à l'ONF et notamment un point qui est, je pense, important à souligner et à partager avec vous, le plan de gestion ou le document d'aménagement. Effectivement, Françoise, le rôle du forestier, le rôle des personnels de l'ONF, c'est d'hériter d'un patrimoine issu de plusieurs générations de forestiers, puisque le temps pour récolter un arbre, c'est plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Un chêne, il faut 250 ans entre le moment où le gland germe et au moment où on va récolter parce qu'il sera mûr. Donc le travail du forestier de l'ONF, c'est d'hériter d'un patrimoine, de l'améliorer, de le transformer, de le garantir et de le passer aux générations successives. Tout ça, on ne le fait pas de génération en génération sur notre beaux idées. On a des documents, le document de gestion, on appelle ça un plan d'aménagement. C'est un document qui dure 20 ans et qui permet de guider le forestier dans les interventions qu'il va faire, d'amélioration et de renouvellement des forêts. Donc on a un document assez précis pour chaque forêt en France qui guide les interventions du forestier. La difficulté, c'est que le temps du forestier et le temps de la forêt, ce n'est pas le temps de l'homme, puisqu'on travaille sur du temps très long et on ne voit jamais réellement le fruit final de notre travail. Il y a un point, je pense, qui est important à éclaircir, parce que souvent, dans les idées reçues, c'est est-ce que c'est le marché qui va dicter les coupes ? Non, évidemment. Évidemment que non, dans le cadre des gestions durables des forêts, on n'est pas à l'écoute du marché. C'est notre sylviculture, le fait de renouveler la forêt, de l'améliorer, qui nous permet de récolter du bois. Et c'est ce bois qu'on récolte, qu'on propose ensuite au marché. En forêt publique, à l'ONF, on a des plans de récolte annuels et c'est ce bois-là qui est proposé ensuite aux industriels du bois. Ce n'est pas le marché qui demande le bois, c'est la forêt qui met à disposition du bois issu de sa croissance pour les industriels qui travaillent ce produit. Le bois, l'ONF le vend à ses clients. Peux-tu nous exposer la typologie des clients ? Peut-être aussi un point important sur l'aspect vente aux particuliers qu'on ne fait pas. Alors effectivement, pour faire une sylviculture, il faut que les arbres soient coupés. Et comme vous l'expliquera Christine juste après, l'idéal c'est que ce bois-là il soit utilisé, valorisé pour avoir une seconde vie et pour être utilisé le plus noblement possible. Donc l'ONF récolte 12 millions de mètres cubes de bois par an et les vend à des professionnels. On ne vend pas de bois aux particuliers, sauf cas très particuliers. On le vend à des professionnels, des scieurs, des fabricants de panneaux, des fabricants de papier,
des industriels de l'énergie qui vont utiliser et valoriser ce bois petit à petit. Ce qui est intéressant aussi, c'est de dire que le bois, c'est un matériau très local. Il est produit à un endroit et il est consommé dans sa grande majorité localement. En forêt publique, à l'ONF, 45% du bois qu'on vend est utilisé dans le même département d'où il a poussé. 76% dans la même région administrative, 94% en France et 100% au sein de l'Union européenne. Et l'Union européenne, c'est les pays frontaliers de la France. Donc c'est vraiment une utilisation très locale de la matière qui est réalisée. Dans les médias ont souvent été évoqués les exports en Chine. C'est une réalité, on ne va pas se le cacher, mais qui n'est pas tout à fait conforme pour la forêt publique. Effectivement, on a la chance en France d'avoir les plus beaux chênes qui existent sur Terre. C'est un fait, il n'y a pas à discuter. On a une sylviculture historique qui fait qu'on a des chênes exceptionnels et qui ont un intérêt en termes de fabrication, que ce soit pour des tonneaux, pour faire du parquet. C'est un peu le produit de luxe. Les Chinois et même l'Asie globalement sont intéressés par ces produits-là. Simplement, on a mis en place un dispositif en forêt publique depuis 2015 qui vise à privilégier les transformateurs européens pour ces chênes-là. Donc nous, en forêt publique, les chênes sont d'abord transformés au sein de l'Union européenne, puis éventuellement exportés sous forme de produits finis. Mais vraiment, la logique, c'est une transformation la plus locale possible pour éventuellement, après, en produits finis, être transportés. Tu as parlé des chênes. Quels sont nos beaux bois en France et de quelle région viennent-ils? Alors, je vous ai dit, moi, le chêne, c'est le roi des forêts. On est un peu chauvin en France, et à l'ONF en particulier, mais on a les plus beaux chênes du monde. Les plus belles chênaies, vous les trouvez dans le centre. Tronchet, c'est connu. Mais on en a d'autres qui sont moins connus, mais qui sont assez exceptionnels. Je vais citer une forêt en Normandie qui s'appelle Bellem, une forêt à côté du Mans qui s'appelle Bercé. Juste pour Bercé, j'aime bien le dire, on a encore des chênes qui ont 350 ans et qui continuent à pousser. C'est des chênes qu'on vu, qui sont nés, qui ont été plantés sous Louis XIV et qui ont juste vu une révolution, 2 guerres mondiales et plusieurs changements de régime. Et pour autant, ils sont toujours là et pour autant, ils continuent à pousser. Donc on a un vrai savoir-faire de gestion forestière. Et puis après, on a d'autres bois exceptionnels, plus des bois de niche, mais j'ai fait quelques années dans le Jura et on a des épicéas dans le Jura qui servent à faire des violons de résonance exceptionnels qui sont reconnus dans le monde entier. Donc on a un peu partout en France des bois de taille ou de qualité exceptionnelle. Il y a un autre bois pour le violon, un autre bois précieux. L'érable. Voilà. Autre bois qu'on trouve aussi en forêt publique, des érables ondés de préférence, qui ont une légère onde, qui génèrent une résonance particulière de l'instrument et qui sont utilisés dans tous les concerts par tous les grands musiciens sur la planète. Donc l'arbre, on l'a compris, va être valorisé, mais il y a différentes parties dans l'arbre à valoriser. Globalement, 3 parties dans l'arbre et toutes les parties de l'arbre sont valorisées. Vous avez le tronc, qui est le bois le plus noble, la partie la plus noble, qui sert à faire des produits exceptionnels, qui est utilisé dans la tonnellerie, dans la construction, dans l'aménagement extérieur, intérieur, dans vos parquets, dans les voies de chemin de fer. Donc on a vraiment le bois d'œuvre. Ensuite, on a le bois qui est un petit peu de moins bonne qualité. Christine vous montrera un petit bout de bois tout à l'heure, mais c'est du bois qui sert à fabriquer des panneaux, aussi utilisé en construction, et du papier. Alors il y a des gens qui me disent on consomme de moins en moins de papier. Oui, on consomme de moins en moins de papier pour lire. Par contre, on consomme de plus en plus de papier ou de carton pour transporter nos colis, et aussi tout ce qui est papier hygiénique, sopalin, papier toilette et ainsi de suite, c'est quand même fait à partir de bois, donc on consomme au quotidien énormément de papier. Et enfin, le dernier usage et la dernière partie de l'arbre, c'est les branches, qui servent à se chauffer, à faire de l'énergie, sachant que en forêt publique, on est très vigilant à ça. On n'utilise pas 100% de l'arbre. On laisse les parties au bout, les rameaux, les toutes petites branches avec les feuilles, les bourgeons, parce que c'est là où il y a les minéraux les plus importants et qu'on souhaite que ces minéraux-là, ils restent en forêt pour réapprovisionner le sol, pour permettre de faire plus tard d'autres générations d'arbres. Donc on utilise le bois le mieux possible, toujours en privilégiant l'usage le plus noble, le bois d'œuvre pour la construction, puis le panneau, le papier, puis l'énergie. C'est vraiment important pour nous, mais ça, je pense que Christine va en reparler. Merci Émeric. Effectivement, dans le bois d'œuvre, ce qui est intéressant, on a dit l'arbre est coupé, et c'est que le stockage du carbone, qui aura commencé quand l'arbre est en forêt, va continuer. Donc la forêt a ce rôle de réservoir à carbone grâce à son stockage. Christine, comment la forêt stocke le carbone ? L'arbre, en fait, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire parce que grâce à une réaction de photochimie,
Ça utilise l'énergie du soleil. Alors c'est mieux que les panneaux photovoltaïques parce que ça utilise l'énergie du soleil pour récupérer du CO2 dans l'atmosphère, le transformer en oxygène. On parle tout le temps du carbone, mais c'est quand même intéressant de se dire que ça transforme aussi en oxygène. C'est pas inutile. Et tout le carbone qu'il récupère, il le transforme en chaîne carbonée longue qui va venir constituer le bois. Et donc le bois, en fait, c'est le stockage de carbone. Et à 2 titres, c'est le stockage de carbone dans nos arbres. Il y a 2,8 milliards de tonnes de carbone dans les forêts de l'Hexagone, avec l'ensemble des arbres, les racines et puis le sol. Et en même temps, derrière, chaque fois qu'on coupe un arbre, qu'on va transformer cet arbre, qu'on va l'envoyer dans les charpentes, dans les parquets, dans les meubles, dans tout notre environnement, on va continuer à stocker du carbone. Et donc, on va prolonger ce rôle de pompe à carbone que réalisent nos forêts et le bois derrière qu'on utilise. Donc, on dit souvent que la forêt a un rôle de puits de carbone. Qu'est-ce que cela veut dire? Puits de carbone, en fait, c'est un terme qui est très mal choisi. Puits, en fait, quand on voit l'image d'un puits, on se dit c'est un trou. Et ça va être magique, ça va être des molécules de CO2 qui vont venir disparaître dans ce trou. Et en fait, puits de carbone, ça veut dire quoi? C'est l'augmentation du stock de carbone en forêt. Donc je vous ai dit, le stock de carbone, il est incroyable en forêt. Pourquoi il est incroyable? Parce qu'on a eu une augmentation de la forêt française, de l'Hexagone, qui est colossale. En fait, depuis 1850, on a eu un doublement de la surface forestière. On était à 15% de forêt en France en 1850. On avait 75% quand même de sol agricole. Les énergies fossiles ont permis de rendre l'agriculture beaucoup plus efficace. Les sols agricoles ont reculé, la forêt a progressé. On est aujourd'hui à 30 et quelques pourcents de surface forestière en France. Donc on a un doublement de la surface et on a un triplement du volume sur pied. Et c'est cette augmentation qu'on appelle finalement le puits. Et dans les années 2015, ce puits il était énorme parce qu'on continuait à avoir une augmentation du stock de carbone en forêt. Et cette augmentation, elle était de l'ordre chaque année d'environ 15% des émissions de gaz à effet de serre de la France. Donc c'était énorme. C'était énorme. Et aujourd'hui, en fait, on a un ralentissement de l'augmentation du stock. On a toujours un stock qui augmente, mais on a un ralentissement de l'augmentation du stock. Donc c'est pour ça que le puits, c'est un mauvais terme. Mais quelque part, les forêts continuent quand même à jouer ce rôle de stockage. Et comme tous les, on va dire, les clichés ont la vie dure, ça va être dur de changer cela. Tu as commencé à l'évoquer. Pourquoi les forêts sont invoquées comme une des solutions face au réchauffement climatique? Elles sont évoquées quand même comme une solution importante, parce que d'abord, elles continuent. C'est pas la solution. Non, c'est pas la solution. De toute façon, dans toutes les solutions qui sont évoquées aujourd'hui, il y a une solution cruciale qui est de réduire nos émissions. Ça reste important. Au niveau mondial, en fait, par rapport à l'ensemble des émissions qui sont faites chaque année par les énergies fossiles principalement, on n'en a que la moitié qui est recaptée par la Terre, la moitié dans les océans, la moitié dans les forêts. Mais donc déjà, on voit bien que la forêt a un rôle important parce qu'elle permet d'atténuer de 1/4 les émissions fossiles que l'on fait. Mais il faut qu'on réduise nos émissions fossiles, il faut qu'on garde cette capacité des forêts de capter ce carbone. Alors après, ce rôle de pompe à carbone, il est essentiel à maintenir et on le maintient de 2 façons. On le maintient en gardant des forêts saines et en bonne santé pour qu'elles continuent à pomper du CO2. Et puis après, on fait perdurer le stockage de carbone qu'on a dans le bois en utilisant ce bois de manière longévile, c'est-à-dire dans des matériaux. Et plus on utilise des matériaux qui vont avoir une longue durée de vie, plus on aura un effet sur l'atténuation. Donc c'est très important parce qu'en fait, tout citoyen a une action à faire. On a 4 fois moins de carbone dans notre bois autour de nous que les Canadiens, par exemple. Donc on a une petite marge de progression. Et quelque part, c'est important, tout le monde peut le faire, c'est-à-dire mettre plus de bois dans sa construction, utiliser plus de bois dans les meubles, et puis garder plus longtemps les meubles. Et puis quand à la fin de vie, on ne veut plus les avoir, ces meubles, les recycler. Et par exemple, le papier, il a une durée de vie peut-être assez courte, le carton, il a une durée de vie assez courte, mais il le recyclait énormément de fois. Donc en fait, il a quand même une durée de vie assez longue. Et puis encore plus, le bois, il est un peu incroyable comme matériau parce que Émeric a parlé de tous ses usages. On les a dans les instruments de musique, on les a dans les charpentes, on les a... et puis c'est très très beau aussi. Mais en plus, c'est un matériau qui est capable d'être utilisé en cascade. C'est-à-dire que idéalement, on va l'utiliser dans la charpente. Et puis 100 ans après, quand on va détruire la charpente, on va pouvoir l'utiliser dans des panneaux.
Et puis après, on va pouvoir utiliser les panneaux qu'on va détruire 30, 40, 50 ans après dans de l'énergie. Et tous ces usages, ils vont permettre d'économiser des matériaux énergivores. Et le réchauffement climatique dans tout ça, quelles conséquences ? Alors le réchauffement climatique, il est vraiment important parce que la pompe à carbone, pour la maintenir, il faut qu'on adapte nos forêts. Donc ça, je ne vais pas en parler parce que c'est la table ronde de 17h. Donc c'est pas moi qui vais en parler. Ça sera donc 17h30 même. 17h30, pardon. Par contre, ce qui est très important à savoir aujourd'hui, c'est que pour maintenir le puits forestier, ce qui est vraiment très important, c'est surtout de protéger la forêt par rapport aux chutes drastiques du stock de carbone. Et pourquoi on a eu une chute du puits? C'est parce qu'on a eu des très fortes pertes. On a eu 670 000 hectares qui ont été perdus par des dépérissements en 5 ans. On a eu 72 000 hectares qui ont été perdus par des incendies. Et c'est ça qui fait qu'on a eu ce qu'on a appelé la chute du puits. Donc je vous l'ai dit, la chute du puits, c'est qu'il y a encore un puits, que le stock continue à augmenter. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on réduise ces pertes. Parce que quand on perd 1 hectare en fumée, c'est totalement perdu pour le carbone. Ce qu'il faut qu'on soit capable de le garder dans notre système, dans notre environnement. Mais par rapport à cette situation, les forestiers agissent pour que le système garde sa résilience et prépare les années futures. Alors les forestiers agissent, on verra tout à l'heure dans l'autre table ronde sur l'adaptation. Et puis je voudrais aussi parler, pour terminer, d'une chose très importante pour le carbone des forêts, c'est les sols. Et il y a une grosse action, tous les forestiers, mais particulièrement les forestiers forêts publiques qui sont, on va dire peut-être, à donner l'exemple sur ce sujet-là, en termes de protection des sols, parce que les sols forestiers contiennent autant, voire plus de carbone que l'ensemble de la biomasse vivante, en métropole en particulier. Et donc il faut absolument protéger nos sols. Dans tous les travaux qu'on réalise en forêt, on fait très attention à protéger ces sols de diverses manières. Merci Christine, je suis moins savante, mais j'ai quand même compris, et j'espère que vous aussi, que les forêts stockent du carbone, que les meubles continuent de poursuivre le stockage, et surtout tout ça, ça nous mène à une économie décarbonée. Donc ça, c'est un point intéressant à travailler, et dans tout le travail des autorités sur la décarbonation de l'économie, le bois sera un levier essentiel, les forêts également. Et ça passera par plus de bois dans de nombreux usages, qui m'amène à interroger Samuel Poutou, architecte d'un grand bâtiment bois que vous ne connaissez peut-être pas, mais si vous vous rendez un jour à Maison Alfort, à avenue Général Leclerc, vous le verrez du boulevard, et c'est ce grand monsieur qui a dessiné les plans. Quand on dit bois en architecture, quels sont les atouts que vous lui voyez ? Peut-être pour me présenter, donc effectivement je suis architecte, mon agence elle s'appelle Atelier WOA, ça veut dire Wood Oriented Architecture, et j'ai créé cette agence autour du matériau bois, parce que c'est plus qu'une conviction, et comme tu le disais Françoise en introduction, c'est pour moi le matériau du 21e siècle, qui va être incontournable, qui permet de piéger le carbone dans nos constructions. Le bois c'est un matériau qui est vivant, qui fait travailler nos sens, parce qu'il y a l'odeur, il y a le toucher, et ça élève la sensibilité. Phonique aussi, c'est intéressant. Acoustique aussi. Oui, acoustique. Ça élève la sensibilité et ça participe donc du coup dans notre usage des espaces intérieurs à notre bien-être. Même si c'est quelque chose qu'on ne peut pas quantifier, mesurer, je suis certain que tous les gens qui ont passé du temps dans une maison en bois ou dans des bureaux en bois, parce qu'aujourd'hui on développe beaucoup de projets d'espaces de travail en bois, et en particulier du coup le siège de l'Office national des forêts sur lequel on a pu intervenir, qui nous a un peu changé de sortie de nos habitudes et de nos réflexes, parce que la commande était de construire ce bâtiment avec du bois 100% issu de forêts françaises. Et c'est vrai que la filière, elle est en retard par rapport à nos voisins européens. Il faut se le dire, notamment la filière industrielle, de transformation. Et on a besoin de projets comme ça qui sont moteurs pour fabriquer une demande et permettre à des industriels de développer les outils pour transformer ce bois français plutôt que de le vendre aux Allemands et de le racheter avec la valeur ajoutée chez eux, quoi. Du coup, on sait que dans les arbres et puis dans le bois qui en découle, il y a des feuillus, des résineux. En architecture, comment sont-ils utilisés ? Alors, ça me fait rebondir sur ce que je disais juste avant. Ça va être vachement lié en fait à la filière de deuxième transformation, parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que un résineux et un feuillu, c'est pas du tout les mêmes matières finalement.
Le résineux, il est plus léger, c'est un arbre qui pousse droit, qui pousse vite. On peut l'utiliser, l'usiner à la chaîne facilement. Le feuillu, c'est un arbre qui met beaucoup plus longtemps à pousser, qui est un bois beaucoup plus dense, beaucoup plus dur. Donc il ne va pas falloir les mêmes machines pour le travailler derrière. Ce n'est pas les mêmes lames, ce n'est pas les mêmes scieries même, parce que les arbres sont tordus, ils ont des défauts. Donc il va falloir pouvoir en extraire les meilleures parties. Et ça demande un outillage adapté. Chacun a des qualités et des défauts. Donc comme je disais, le résineux, il est très facile à travailler. On peut l'industrialiser, le transformer en matériaux de construction, en bois lamellé collé, en bois lamellé croisé. Et ça va nous permettre de construire très facilement des bâtiments. Mais le feuillu, on peut faire pareil, pourvu qu'on puisse s'épauler d'industriels qui le transforment. Et il y en a qui commencent à produire des éléments de construction, comme le bois lamellé collé de hêtre. Et là, ça va avoir un intérêt parce qu'on va finalement faire fondre les sections qu'on va utiliser. Par comparaison à section équivalente, je pense qu'un poteau en hêtre, il pourrait reprendre 2 étages quand un poteau en épicéa en reprend 1. Donc on comprend que ça a un intérêt en termes d'emprise des structures d'aller vers ces bois feuillus. D'autant plus que c'est la ressource qu'on a le plus en France. Donc il serait judicieux de l'utiliser majoritairement dans nos constructions. Ce qui aujourd'hui n'est pas du tout le cas. Et du coup, après ce bâtiment, qui a quand même qui a fait beaucoup parler de lui, enfin au moins dans ce monde des architectes, des maîtres d'œuvre et des meubles de bureau même, vous avez eu d'autres commandes? Vous êtes devenu une référence sur ce créneau-là? Alors, déjà, si on a pu faire votre siège, c'est qu'on avait déjà quelques références en fait. C'est vrai, oui. Sinon, vous ne nous auriez pas retenus. Mais depuis, on continue à travailler sur des projets divers et variés, bureaux, hôtels, logements. On a livré là récemment une ludomédiathèque à Herblay où on a associé la pierre et le bois. Donc on a des façades porteuses en pierre qui soutiennent une charpente qui franchit 20 mètres pour laisser un plan libre de tout poteau à l'intérieur de la médiathèque. Donc ça, c'est un bâtiment qu'on a livré là récemment au mois de septembre. Et on travaille sur plein de sujets. On se rend compte dans nos pratiques que construire les bâtiments uniquement en bois, c'est pas forcément toujours la bonne piste. Il faut mixer les matériaux. Donc utiliser les matériaux au bon endroit, là où ils sont performants. Enfin voilà, on ne se prive pas d'utiliser du béton ou de l'acier s'il y en a besoin pour faire la place belle au bois, là où il va être vraiment très performant. Merci. Juste un témoignage pour être dans ce bâtiment auquel vous avez évidemment contribué. Moi, ce qui m'a le plus épaté, il y a 2 choses. Il y a effectivement l'aspect odeur qui est quand même très très agréable et surtout le côté phonique, le côté acoustique qui absorbe beaucoup de bruit. Ça, c'est vraiment... Alors qu'on venait d'un bâtiment où en gros on suivait toutes les conversations du bureau d'à côté, ça c'est assez fantastique. Merci à tous les 3. Avant de prendre quelques questions, une question qui n'est pas une question piège, un objet en bois qui vous est cher. Christine, tu l'as apporté en plus. Oui, alors moi je pensais passer en dernier. Alors moi j'aurais bien voulu apporter quelque chose de lourd, mais je croyais qu'il fallait l'apporter, alors j'ai apporté quelque chose de léger. Et ce que je voudrais juste te dire, c'est un exemple, c'est de l'OSB, c'est juste pour dire qu'en fait on a 136 essences. C'est de l'OSB. On a 136 essences. C'est quoi? Ouais, c'est un panneau avec des chips de bois en fait. Avec beaucoup de colle, comme explique Samuel. Mais en fait, c'est juste pour dire que pour mettre du bois autour de nous, évidemment, c'est magnifique de le mettre en bois brut. Et ça a été un bel exploit dans le bâtiment ONF d'en faire beaucoup, de mettre beaucoup de bois de crise aussi. Je pense que c'était quelque chose qui n'a pas été dit. Pour le carbone, c'est magnifique, parce que être capable d'utiliser du bois de crise qui a dépéri, alors que c'est du bois peut-être qu'on aurait mis à l'énergie uniquement, c'est important pour le carbone aussi. Mais ce que je voulais dire, c'est que, évidemment, le bois de brut, on y pense naturellement pour faire du stock. Mais en fait, on peut utiliser plein d'autres choses avec des innovations dans la reconstitution de bois. Et il y a plein de choses qui se font aujourd'hui pour utiliser plus de bois, surtout quand on a beaucoup d'essence et beaucoup de feuillus. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on continue à faire des développements comme ça pour utiliser encore plus de bois.
Merci. Samuel, un objet en bois qui t'est cher? J'ai pas un objet en bois qui m'est cher. J'ai plein d'objets qui m'entourent et qui entourent mon quotidien. Enfin voilà, ça va de mon bureau sur lequel je travaille à ma cuillère en bois quand je fais la purée. En fait, voilà, j'essaye de m'entourer de bois. Aymeric? Alors, on est à Paris. On n'est pas très loin de la Seine. Et sur la Seine, il y avait un bâtiment qui a brûlé il n'y a pas très longtemps, en 2019. Et là, on est en train, pour les Parisiens, de voir la flèche de Notre-Dame de Paris réapparaître. Et pour moi, l'ONF a contribué sur ce projet depuis le départ, en 2021, jusqu'à encore il y a moins d'un an. Et l'objet qui m'est cher, c'est l'objet que les charpentiers nous ont remis à l'ONF, qui est un assemblage en bois en chêne qui permet de figer la charpente et qui clôt le sujet pour les forestiers. Et moi, il m'est cher parce que j'ai beaucoup travaillé sur le projet. Et puis, en plus, c'est bien l'image qu'on veut du forestier. On a mis dans Notre-Dame des arbres qui ont 250 ans. C'est 10 générations de forestiers qui ont travaillé. Nous, on a juste été là pour les récolter, les mettre en œuvre, les mettre à disposition des charpentiers qui les mettent dans Notre-Dame, qui va durer, j'espère, 500 ans ou 800 ans, parce qu'on ne recommencera pas tous les matins. Mais voilà, donc je trouve que ce projet-là, ça va bien avec ce que vous a dit Christine sur le stockage carbone. Ok, le chêne il est arrivé à maturité, on le récolte et on lui donne une deuxième vie pour peut-être 500 ou 800 ans. Et voilà, cet objet-là, aujourd'hui, il est dans le bureau de notre directrice générale et je trouve il montre bien la vocation du forestier que je suis. Merci Aymeric, merci Samuel, merci Christine.